Et donc si on fait un petit focus là sur ce deuxième cycle, pour vous, on sait que ça axé du coup sur les éléments, qu'est-ce que ce cycle apporte de façon générale et après on peut rentrer peut-être un peu dans les De détails façon pour générale, il y a beaucoup chaque de clan. sel dans les communautés vis-à-vis de ce cycle. Les joueurs licorne qui sont un peu contents mais qui restent derrière, donc ça les fait chier. Les joueurs lion qui sont complètement désabusés parce que déjà qu'ils étaient un peu derrière, là les cartes les aident pas du tout à monter sur le devant de la scène, donc ils râlent un peu beaucoup et je peux les comprendre. À côté, on a le clan du crabe et du scorpion qui était déjà devant, qui gagne toujours de bonnes cartes, donc ça change pas trop leur statut. Le phoenix qui était pas si mal placé que ça, mais qui reçoit les cartes les plus complètement craquées que j'ai vues de beaucoup de jeux de cartes combinés. Vraiment beaucoup de cartes très très puissantes qui du coup vont sûrement les propulser vraiment devant. Après, c'est des suppositions, on verra ce que ça donnera à l'extérieur le méta, mais je pense vraiment que le phoenix va être vraiment abusé. La grue qui gagne enfin de quoi être le clan le plus honorable, ce qui est bien, parce que c'est un peu son but à la base. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Donc le dragon aussi. Un dragon qui gagne une toute nouvelle mécanique grâce à cet élément. On l'a vu venir de loin, mais enfin on peut jouer des decks moines avec plein de Kyo et des choses très sympathiques comme ça. Des decks en fait qui ont l'air d'être, comment dire, de piocher beaucoup de cartes et de recycler leurs cartes, etc. Vraiment une mitraillette à coups de poing de différents éléments et un mantra, etc. Qui peut être très sympathique à jouer. Je pense que vraiment c'est un truc qu'on n'a pas vu encore dans le jeu, vraiment genre de deck où on mitraille les cartes comme ça avec des personnages moines qui font plein de trucs. Du coup, c'est intéressant, il y a des gameplays un peu émergents qui s'amènent. Après voilà au niveau des clans en général, je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Voilà, après, moi, le cycle 2 en général, ce que je disais au début, je trouve plutôt positif dans le sens où il ouvre vraiment plus de possibilités de deck building. Une diversité entre, Voilà, une entre diversité. tous les clans et même à l'intérieur de chaque clan, quoi. Exactement. Ouais. Sans compter les splashs, enfin voilà, tout ça. Vraiment, là, on est plus. Enfin, je pense que. Et plus de stéréotypes. Voilà, à la fin du cycle 2, c'est ce qu'on discutait un petit peu en off avant, on peut réfléchir sur un deck et vraiment avoir plusieurs splashes qui sont compétitifs plutôt que de se dire, bah voilà, si tu joues tel clan, tu as forcément tel splash parce que tu as tel rôle. Enfin voilà. C'est ça. Il y a vraiment cette ouverture-là dans le deck building en général du clan, plus après à côté des splashes, donc qui rajoute encore un paramètre supplémentaire. Après, effectivement, pour parler un petit peu de chaque clan, dans l'absolu, je trouve que chaque clan a des cartes intéressantes, a des cartes sympas. On est dans cette logique de LCG, donc par exemple, les cartes moines, pour le dragon, je trouve ça intéressant, mais il manque encore quelques historiques. Il manque un ou deux bons personnages On va dynastique. dire, et puis même principalement, je dirais un Un stronghold. stronghold. Parce Oui. que c'est vrai, là on voit quelques clans qui ont déjà 2 strongholds, donc qui Voilà. offrent une diversité au sein même du clan, alors que d'autres en ont Et puis qu'un surtout pour que le le stronghold dragon est quand même très typé, puisqu'il dit faut jouer des attachements pour que je fasse quelque chose, sinon je suis blanc. Et Sauf que les bonnes cartes moines sont des événements. Alors que voilà, la mécanique moine est plutôt, comme disait Ketal, autour des mantras, des Kyo, et puis de faire des combos comme ça entre les cartes pour aller piocher, pour aller faire des effets, des machins, des étapes, des trucs et qui va pas forcément avec les attachements, puisque tu vas beaucoup jouer de cartes, machin, et pourtant ton stronghold te dit, si tu joues pas d'attachement, je sers à rien, donc tu vas jouer des attachements, comme si tu veux faire un deck moine maintenant, tu vas jouer des attachements. Donc peut-être pas faire le deck que tu aurais aimé faire, tout simplement parce que tu es limité par ton stronghold. C'est ça. Après, je suis d'accord que le Phoenix gagne des cartes dont ils n'ont pas besoin au final. Ils ont déjà ce qu'il leur faut comme mécanique. Alors, après, à dire que c'est ce qui va vraiment gagner les prochains tournois, je sais pas, ou qui va vraiment devenir très très fort. On aura une première Oui, réponse très déjà fort, après la la Gen Con. Oui, c'est ça, clairement. Mais en même temps, ils n'ont pas toutes les cartes, donc faut voir. Mais Oui, à la Gen Con, ils n'auront pas tout, donc je sais pas. Après, je me rappelle plus exactement. mais ils ont déjà les trois premiers paquets sur le cycle, il y a déjà du costaud, clairement. Mais par exemple, Phoenix, c'est clairement par exemple le clan qui a le plus de possibilités de deck là. building pour moi à ce niveau-là. Et C'est le seul clan qui a eu leur pack. C'est ça, et Oui, c'est tout à aussi fait, oui, le oui, premier ce qui clan. aide. C'est un des premiers clans, je trouve, où vraiment les gens vont devoir faire des coupes dans le deck, mais des coupes dures. Parce que jusqu'à maintenant, quand tu fais un archétype au niveau de la dynastie ou du conflit, tu as en général des cartes que tu vas garder et tu complètes un peu avec ce qui est bien à côté. Et là, le Phoenix, il arrive à un point où vraiment il doit faire des coupes dans des bonnes cartes et pas juste se dire bon, je joue pas celle-là parce qu'elle est un peu moins efficace. Oui, c'est vrai. Là, c'est le premier clan qui atteint ce point-là, grâce au clan pack évidemment. Mais du coup, ça va être très intéressant. Je pense que ce cycle va amener une chose qui n'était pas là jusqu'à maintenant, c'est que jusqu'à maintenant, dans les tournois, on voyait vraiment les bons joueurs en général. Et mais là, on va vraiment voir aussi les bons deck builders. Parce que là, vraiment, il va y avoir une grosse différence entre être un bon joueur et un bon deck builder, je pense. Oui, de toute façon, au fur et à mesure que ça c'est aussi le truc d'avoir un pool de cartes qui s'étoffe.
où justement la réflexion de La synergie entre les voilà, cartes. c'est ça. la construction du deck et aussi la réflexion de la construction de son deck par rapport au méta va Par prendre, rapport va au plan prendre de beaucoup jeu, plus de sens. ouais, méta, plan de jeu, Voilà. comment je gagne la partie, qu'est-ce qui me contre, etc. Qu'est-ce que Tout je à fait. veux contrer. Parce qu'on peut pas tout faire avec un deck, vont vraiment cibler ses choix. Et là, on va vraiment entrer dedans, je pense, avec le cycle 2. Vous qui êtes comment dire, dans cet univers des 5 anneaux depuis pas mal de temps, comment vous prenez ça, vous, que le clan Mante et l'Outre-Monde arrivent via des cartes neutres? Bah moi, à la base, dans l'histoire, je voulais jouer Monte. Quand on m'a dit, il y a L5R, donc L5A qui ressort et tout, je voulais jouer Monte. Puis après, on m'a dit, mais en fait, tu auras que les 7 clans principaux, donc il n'y aura pas la Monte. Je fais, bon, tant pis. Je regarde les clans, je me dis, bon, je vais essayer de jouer Licorne. Bon, finalement, Licorne en un corps 7 pour aller à Londres, c'est pas génial. Bon, qu'est-ce qui est sympathique que j'aime bien? Bon, on va y aller en grue. Puis au final, je me retrouve à jouer grue. Donc moi, je suis très très content que les cartes Monte sortent. Fluffiquement, j'aime beaucoup Clan, j'aime beaucoup Kudaka. Après, là où j'ai plus un problème avec les cartes Monte, c'est plus en termes de game design, parce que c'est des cartes qui sont là pour faire de l'économie. Sauf que là où c'est mal foutu, c'est que l'économie qu'elles font sont aussi liées au fait que pour en profiter, il faut qu'elles restent à table. Donc il faut mettre du fate dessus. Ça veut dire que ta carte qui va te générer un de fate via différents moyens, en fait au final elle va juste se faire maintenir elle-même à table. Donc c'est pas vraiment un moteur économique, c'est juste un moteur à avoir des pins qui restent à table. Entre guillemets. Du coup, c'est un peu un fail de design, mais en même temps qui est difficile à contrebalancer à cause de cette mécanique de fate. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport aux cartes Monte. Alors, les cartes Mante et Outre-Monde, au niveau du fluff, je trouve ça très très bien, parce qu'évidemment, qu'on soit néophyte, c'est-à-dire qu'on ne connaisse pas du tout le monde, ou qu'on soit un ancien du jeu de rôle ou du CCG, ça parle. Ça parle. Le côté Outre-Monde, c'est les méchants. Évidemment, dans tous les jeux de cartes, à partir du moment où tu fais apparaître on va dire, le neutre méchant ou le méchant qui sera peut-être potentiellement jouable un jour, c'est toujours marrant. Les cartes Mante, oui, évidemment, ça va forcément attirer toute une partie de joueurs qui aimaient bien ce clan auparavant, et qui peuvent être attirés par justement on va dire, la mécanique qu'ils apportent. Pour parler des cartes Mante de façon plus précise, alors oui, ils apportent un avantage économique. Oui, il est évident que si jamais tu veux conserver cet avantage, tu vas falloir mettre des fates, donc peut-être que tu ne gagnes pas cet avantage, mais si, puisqu'au final, tu as ton personnage, tu as des stats sur table, tu as donc des présences sur table qui vont te rembourser ce que tu investis dessus. Donc au final, c'est forcément avantageux. Je ne vois pas ça comme un fait de lidesign, mais justement plus comme un truc qui dit, voilà, c'est des mercenaires, au niveau du flux, c'est des mercenaires, c'est des gens, c'est des marchands. Donc évidemment, ils gèrent autour de l'argent. La monnaie, c'est le fate au niveau du jeu. Donc voilà, effectivement, ils vont générer sur différents effets des mécaniques autour du fate. Parce que par exemple, si tu prends un perso A2 qui va échanger un point d'honneur contre un point de fate, au final, c'est comme si tu avais payé ce personnage-là 1 et 1 d'honneur. Oui, mais au final, qu'est-ce que ça dit? Ça dit à mon adversaire, même si j'ai pas d'argent en caisse, là, je peux jouer mes cartes. Tu vois, donc c'est un effet. Effectivement, tu as l'effet purement par rapport à la carte et au coût et à ton fate. Donc qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça m'a coûté, qu'est-ce que ça va me rapporter. Mais au final, c'est aussi les questions que ça fait poser à ton adversaire, ce que ça t'apporte toi durant le tour, et pas forcément en termes juste de stats et de capacité. Et donc ça, pour moi, c'est des cartes qui sont intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont trop fortes ou très fortes. Elles sont intéressantes, elles sont jouables dans pas mal de situations parce que justement, elles t'apportent ce côté-là de dire toi tu joues par exemple, je sais pas, je joue un Goblin Instinct pour te dire t'as plus d'argent, tu joueras pas ton Admin Defeat ou ton Noble Sacrifice, son machin. Je dis si, ça me coûtera un honneur, mais si j'ai envie de le jouer ou si j'ai la possibilité de le jouer, je pourrais le jouer. Je suis d'accord. Donc ça décale, ça pose des problèmes adversaires ou ça répond à des questions ou des problèmes que peut poser l'adversaire. Je pense que ce qui gêne au final, c'est surtout que ces personnages, pour 2, c'est des 1-2, c'est pas des super bonnes stats, et que leur capa c'est une fois par tour. À la limite, tu prends leur capa et tu les mets illimités, et là ça devient super intéressant parce que là c'est des vrais gros moteurs économiques. Oui, mais là, je dis limité, j'abuse, au pire ça peut être 2 ou 3 fois par tour, mais là le problème que tu poses, c'est que derrière, ça oblige le game design à chaque fois à réfléchir à ces cartes quand il crée une nouvelle carte qui peuvent rentrer en combinaison. De toute façon, c'est faire des effets sur l'économie en les limitant à une fois par tour, ça évite plus tard de se dire d'avoir des cartes que la carte devienne complètement cheatée parce qu'elle permet de faire un loop ou faire des combos. Non, je suis d'accord, mais je pense quand même que même en dehors des limités qui en effet poseraient des problèmes au jeu, 2 fois par tour, ça aurait pas été du luxe. Après, pour l'instant, je dirais, ça reste des cartes neutres. Je trouve ça normal si c'est un peu moins fort qu'une carte de clan. C'est vrai. Parce que c'est accessible à tout le monde. C'est vrai. Donc voilà, il y a ce côté-là. Si je l'intègre, c'est que j'ai une bonne raison de l'intégrer. Parce que ça rentre dans ma stratégie, parce que ça rentre dans ma mécanique, parce que j'ai besoin de shoot.
Je sais pas, enfin, tu vois, voilà, je le joue pour un effet précis, pas parce que c'est une carte neutre et que donc je la mettrai dans tous mes decks parce qu'elle est plus forte. Contrairement à Kudaka. Et, Voilà, par exemple, Kudaka, lui, est un petit peu au-dessus du lot. Voilà. Clairement. et vous pensez qu'un jour on pourrait avoir des decks spéciaux sur ces clans ou... Pourquoi pas? Ils Pour ont la déjà montée, essayé soit. ils ont déjà essayé de commencer à faire des trucs autour de l'impérial, le trait impérial. On peut très bien imaginer qu'ils fassent ça pour des Clan de la Menthe, des Avec, clans, pour avec le un gouvernement. strong qui serait neutre ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit autour des Deluxe qui sortiraient sur la Menthe ou sur le Shadowland, enfin pardon, sur l'Outre-Monde, trucs comme ça, c'est mon avis personnel. J'ai pas d'informations que ce soit par rapport à ça, donc c'est pas du spoil ou quoi que ça, c'est vraiment mon avis personnel par rapport à ça. Je pense très sincèrement qu'avant de sortir quoi que ce soit de nouveau en termes de clans, ils vont déjà finir. Donc, Ouais. je pense qu'on a déjà quelques années, si jamais ils conservent, alors effectivement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas quel va être leur ratio de clan box par an, mais a priori ils avaient dit 2 par an. Mhm. 2 C'est par ce qu'ils an avaient avant de fait faire comme les promesse, 7. ouais. Bon bah on a encore 2 ans devant nous avant de réfléchir, Avant de réfléchir à à d'autres une clan box, à un nouveau clan au final, je veux dire. Alors après, est-ce qu'ils vont faire un système de Deluxe comme ils ont fait dans leurs autres LCG qui amènerait le Un clan, nouveau clan, on va ouais. dire la boîte Menthe ou la boîte Outre-Monde, voilà comme ça. Je suis pas sûr. Alors après, encore une fois, je ne suis pas dans leur tête, mais je ne suis pas sûr que mécaniquement ou même voire commercialement parlant, ce soit très intéressant avant d'avoir finalisé les clans qui existent déjà. Quoi. Je suis d'accord, il y a déjà beaucoup de travail à faire sur les clans, Ouais, il y a donner beaucoup 2 strongholds à tout le Voilà, monde, exactement. ou 3 strongholds à tout le monde. Voilà, avoir des diversités Il y a tellement de choses à strongholds, faire, stratégies, finaliser les mécaniques qu'ils ont mis en place. C'est ce qu'on disait sur le cycle 2, ce que je disais sur le cycle de début. Effectivement, c'est sympa d'avoir de favoriser nos mécaniques, de favoriser un peu plus l'honneur, des choses comme ça. Mais après, il faut les finaliser ces mécaniques-là. C'est-à-dire, il faut qu'à terme, plus ou moins court, c'est-à-dire on va dire pas dans 2 ans, on va dire, même le plus rapidement possible, finaliser que par exemple les decks à l'honneur soient viables et compétitifs, que un mec au tournoi, il a envie de jouer On en est pas l'honneur, loin. il a le droit. On en est pas loin. On est tout à fait d'accord, on n'est pas loin. Mais ne Ouais, pas ils en sont être pas loin, là. ça veut dire qu'on n'y est pas encore. C'est vrai. Donc ça C'est veut dire vrai. qu'il manque encore quelque chose. Donc avant de réfléchir à des nouveaux clans ou à des nouvelles clan box, ou est-ce qu'il va y avoir un truc autour des Mantis proprement dit ou autour d'autres mondes que ça, déjà je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la finalisation des clans qui existent déjà. C'est tout le Et majeur. après on pourra. D'autant plus que, imaginons qu'on attend que tous les clans soient passés, etc. Il y aura donc eu, je sais pas, 3, 4, 5 cycles. Pour qu'une Deluxe à elle seule rattrape en nombre de cartes tout ce qui est fait précédemment dans les clans. Parce que le problème qu'il y a eu dans pas mal de jeux par rapport à ça, c'est que le clan qui vient d'arriver, il a beaucoup moins de cartes que les autres et du coup bah, il est moins fort parce qu'il a moins de choix. C'est Bien sûr. facilement. Le clan est compréhensible et facilement comment dire, contrable parce que tu sais ce qu'il peut faire. Et donc là, avec autant de cartes qui va se passer entre, je pense même pas qu'ils vont un jour, à la limite. Sauf que là, on voit qu'il y a déjà quelques cartes qui commencent à apparaître. Si c'est le cas Ouais, dans c'est chaque ça. cycle. Oui, Faire mais une après- Deluxe après, pour ils mettre peuvent- plus ils de peuvent le cartes garder du clan en en- question, pourquoi pas. Mais faire vraiment qu'une faction Outre-Monde, donc une faction de monde, soit vraiment jouable de A à Z, à voir. Ça prendra beaucoup de On temps. parle Et ça dans 2 sera- ans. Ouais, voilà. Et Ouais, encore c'est- 2 ans, oui, c'est oui, gentil, je encore, pense. ouais. à moins qu'ils changent leur politique, de la façon dont C'est ils ça. changent dans la façon dont ils sortent leur clan pack. Mhm. Après, Là. peut-être qu'ils peuvent s'adapter en fonction de l'évolution du jeu. Ça, Mhm. les prochains mois nous le diront.